À tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, j'ai eu une semaine extrêmement éclectique, puisque j'ai lu un roman féministe, du thriller, qu'est-ce que j'ai lu? Oui, du thriller, et un témoignage. Alors c'est assez rare sur la chaîne, mais quand l'occasion se présente et que le sujet m'intéresse, eh bien j'aime bien sortir un petit peu des sentiers battus et aller un petit peu vers quelque chose un peu plus factuel. Donc, on va tout de suite commencer par le premier roman dont je dois vous parler. Il s'agit de 12 secrets de Robert Goll, publié aux éditions Michel Lafon. Alors, je l'avais dans ma palle. Et puis, Séverine dit bien ce livre et Stéphanie de Piketty Bookin l'ont adoré. Donc, je me suis dit, bon, il est là, apparemment, ça a l'air d'être super génial. Bon, on y va. Recommandé par deux booktubeuses que je me suis dit, bon, allez, soyons fous, buvons de la limonade. Et allons-y gaiement. Et donc ici, on va se retrouver en Angleterre, où on va faire la rencontre de Ben qui est maintenant adulte, journaliste spécialisé dans les affaires criminelles dans un journal. Et on va très vite comprendre que Ben a une histoire familiale extrêmement lourde, extrêmement compliquée. 20 ans auparavant, on va apprendre que le frère de Ben a été assassiné en même temps que son meilleur ami Simon par deux jeunes filles de 14 ans. De manière assez violente, hein, faut bien l'admettre. Ces jeunes filles ont été arrêtées, jugées, emprisonnées. Et il faut savoir, rappelez-vous, on a eu l'affaire du petit James dans les années 90, cet enfant de 3 ans qui avait été emmené par deux jeunes garçons de 13 ans pour être battus à mort sur un chemin de fer. Ces deux garçons ont été arrêtés, jugés, emprisonnés, et après avoir purgé leur peine, ils ont été libérés. Et pour les protéger de la vindicte populaire, on leur a fourni une autre identité. Et donc ici, ces jeunes filles ont aussi été libérées et ont reçu une autre identité pour pouvoir, si tant est, tourner la page et pouvoir vivre une autre vie loin des médias et loin de la vindicte populaire. Et au tout début du roman, la police vient voir Ben tout simplement parce que l'une des deux jeunes femmes a été retrouvée assassinée dans les mêmes circonstances que son frère 20 ans auparavant. Et cerise sur le gâteau, quelques années après l'assassinat de son frère, sa mère s'est jetée sous les roues d'un train un matin, sans tambour ni trompette, sans avoir laissé d'intention qu'elle allait commettre ce geste. Et donc on est dans ce marasme du pauvre Ben qui n'a jamais réellement cru au suicide de sa mère, et donc il va profiter, si j'ose dire, de ce rebondissement dans l'affaire de son frère pour mener l'enquête, pour savoir réellement ce qui a causé la mort de sa mère, et va ainsi remonter le fil des années, et il va peu ou prou commencer à déterrer certains secrets, que ce soit dans sa famille ou dans son entourage proche. Et donc, comme le dit le titre, 12 secrets, on va, au fur et à mesure du récit, soulever le tapis pour voir ce qu'il y a en dessous. Et autant vous dire que c'est pas joli. On a affaire à des gens malsains, violents,
éminemment toxique. Et franchement, ça fait quand même beaucoup pour une petite bourgade anglaise. Ça fait beaucoup pour une seule famille. Mais bon, après, passons. Alors, c'est extrêmement addictif. On se prend tout de suite d'amitié pour Ben qui a vraiment subi, vécu des choses absolument horribles. Mais ce qui m'a empêché que ce soit réellement un gros coup de cœur, c'est la fin. C'est la fin parce que j'ai trouvé qu'il y avait réellement une avalanche de rebondissements, de révélations. J'ai trouvé que ça faisait peut-être un peu trop. Un peu trop pour être crédible, réellement. Au-delà de ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est Page Turner. C'est voilà, il y a vraiment quelque chose. Voilà, il y a vraiment quelque chose dans la plume de l'auteur qui fait que on a envie d'aller au chapitre suivant. Alors, sans aller jusqu'à des rebondissements à chaque chapitre, il y a alors certes, dans certains chapitres, il y a vraiment des rebondissements qui vous font aller au chapitre suivant, mais il y a quelque chose à chaque fin de chapitre qui vous pousse à aller au chapitre suivant, sans pour autant être une révélation. C'est une question en suspens, c'est une situation un peu dramatique qui vous pousse à aller plus loin. Et donc, on va au fur et à mesure de ça jusqu'à la fin. J'ai aussi beaucoup aimé la relation que l'on voit quand même poindre entre Ben et l'agente de police Danny Cash. Rien ne laissait supposer qu'ils allaient s'entendre, ces deux-là. Mais je sais pas, il y a un petit quelque chose chez Danny qui fait que ça match entre eux. Et j'aime beaucoup la relation d'un peu de je t'aime moi non plus, de je me sers de toi pour faire avancer mon enquête. Et puis cette espèce de pseudo-amitié, ou relation de confiance plutôt, parce que le mot amitié c'est peut-être un peu fort, peut-être plus la relation de confiance qui s'instaure entre ces deux personnages. Est-ce que ça va être creusé dans les autres romans? Parce que voilà, ce 12 secrets, c'est le début d'une saga, encore une saga que j'ai commencée. C'est le début d'une saga qui va probablement être en 12 tomes, parce qu'on va aller comme ça, dans l'ordre décroissant. Le tome 2 s'appelle 11 menteurs. Donc là, c'est pas des secrets qu'on va avoir, mais des mensonges. Je l'ai dans ma palle aussi, donc j'espère pouvoir le lire assez rapidement pour vous donner mon avis là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon premier tome. Alors pour moi, contrairement à Séverine et à Stéphanie, ce n'est pas un coup de cœur parce que j'ai trouvé que la fin, il y avait vraiment une déferlante de révélations et de rebondissements qui a fait que c'était peut-être un peu trop pour être crédible. Mais ça reste bien évidemment que mon avis, mais ça reste en tout cas un excellent thriller. Ensuite, en audio, grâce à la plateforme NetGalley, j'ai lu, alors je sais jamais dans quel ordre ça se dit, alors pour éviter de dire des âneries, voilà, j'ai lu Sans Soleil, le tome 1, Disco Inferno de Jean-Christophe Granger, publié aux éditions Albin Michel et en version audio chez Audiolib. Je vous mettrai la petite vignette ici. J'aime beaucoup les thrillers de Jean-Christophe Granger. Je le suis depuis quasiment le début avec ses tout premiers romans, avec Le Concile de Pierre et l'inénarrable, l'ineffable, le top pour moi, mon roman vraiment préféré de chez Jean-Christophe Granger, c'est Les Rivières pourpres, bien évidemment. Je crois que sur tous les livres de Jean-Christophe Granger que j'ai lus, jamais aucun n'a égalé Les Rivières pourpres. Et donc ici, avec Disco Inferno, le choix a été fait de... alors non, c'est Sans Soleil le titre du roman. Et Disco Inferno, c'est le tome 1. Donc avec Sans Soleil, il a été choisi de séparer ce roman en 2 tomes. Je suis pas sûre que ce soit extrêmement... Bon,
Après, ça n'engage que moi, mais je pense que on aurait très bien pu faire un seul tome pour ce roman, mais ça reste bien évidemment mon avis. Donc, dans ce roman, on va rétropédaler jusque dans les années 80. Alors, dans les années 80, moi, j'avais 2 ans. On est à Paris et on va débuter le roman avec l'assassinat d'un jeune homme qui est d'origine portoricain, vénézuélien. Bah, bref, il est d'Amérique du Sud. Ce jeune homme était suivi médicalement par un médecin qui s'appelle Ségur. Et on va très vite apprendre que ce jeune homme, bien qu'il ait été assassiné de manière extrêmement violente, était quand même de toute façon un mort en sursis, étant donné que il souffrait de ce qu'on appelait à l'époque le cancer gay, chose que je ne connaissais, chose que j'ai appris. Alors le cancer gay n'est tout autre que le sida, sauf que au tout début de la maladie, avant que le sida ne s'appelle sida, les médecins observaient vraiment une recrudescence de cette épidémie. Et au vu des symptômes, ils appelaient ça le cancer gay. Pourquoi gay? Parce que la majorité des malades étaient des homosexuels. Alors, il faut bien se remettre dans le contexte. On est dans les années 80. L'homosexualité vient tout juste d'être libéralisée. Ce n'est plus un délit pénal. Les homosexuels peuvent enfin assumer leur sexualité au grand jour. Et donc, et c'est aussi pour ça que peut-être l'amalgame a été fait au tout début de la maladie, étant donné qu'ils avaient une sexualité enfin libéralisée, ils s'en donnaient à cœur joie. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été un peu plus touchés en masse par cette maladie que les hétérosexuels, bien que la maladie touchait vraiment tout le monde, hein. Mais en grande majorité, les homosexuels. Donc, on est vraiment dans ce contexte-là, en plein dans le disco, et donc, on va suivre également Philip Swift, qui est inspecteur de police et qui va être en charge de l'enquête sur la mort de Federico, qui est notre victime. Et ce flic va devoir s'immerger dans la communauté gay de Paris de l'époque, afin déjà d'en apprendre un peu plus sur la personnalité de Federico, de la victime. Mais très vite, il subodore que le tueur fait partie de la communauté gay, et donc pour pouvoir le trouver, il va falloir qu'il se plonge corps et âme dans cette communauté afin d'en apprendre un peu les us et coutumes, et pour essayer justement de retrouver ce tueur. Alors l'enquête, vraiment, dans ce tome 1, n'avance pas des masses. On nous explique réellement le contexte des années 80. Là, je crois que l'intrigue se situe entre 1981 et 1982. On nous réexplique le concept, vraiment, on nous replante le contexte de cette époque, les années 80, le disco, les prémices du sida, la communauté gay, tout ça. On est vraiment immergé là-dedans. Mais vraiment, peu ou prou, l'enquête avance tout doucement, et on est vraiment dans la deuxième partie du tome 1, où l'enquête commence un petit peu à se manifester. On arrive à la fin du tome 1, et bien on est guère plus avancé. Il arrive quelque chose à la fin du tome 1, qui bien évidemment va faire le lien avec le tome 2. Mais pour ma part, est-ce que vraiment on était obligé de séparer cette histoire en 2 tomes? Je suis pas sûre. Alors, comme je suis un peu frustrée et que je n'ai toujours pas le fin mot de l'histoire, je vais lire le tome 2. Comme ça, je pourrais vous donner mon avis vraiment en pleine conscience sur ces 2 tomes. Mais alors, là, tel que ça se profile,
Sans soleil va réellement ne va pas détrôner les rivières pourpres pour moi dans mon panthéon de Jean-Christophe Granger. C'est pas le meilleur, c'est clair. Après, pour vraiment que je vous donne mon avis définitif, il va vraiment falloir que je lise le tome 2. Mais si vous voulez vous remettre dans le bain des années 80, au tout début du sida, dans la communauté gay, allez-y, parce que ça va vous donner vraiment une belle photographie de ce qui se passait à l'époque. Bon, moi, j'avais 2-3 ans, j'avais 2-3 ans à l'époque. Autant vous dire que ces considérations m'étaient complètement étrangères. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Vraiment, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne peux pas vous dire, oh oui, allez-y, lisez ce tome 1, c'est absolument formidable. Je suis un peu circonspecte quand même sur ce tome 1. Faut vraiment que je lise le tome 2 pour me faire un avis vraiment réel et complet sur ce roman. Alors surtout si vous avez lu les 2 tomes, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vaut vraiment le coup que j'aille jusqu'au tome 2. Alors, autre roman que j'ai lu, enfin que j'ai écouté en audio, il est très très court celui-ci, c'est pour ça que je l'ai fait dans la semaine. Disco Inferno, ça faisait un petit moment que je l'écoutais et donc je l'ai fini, je crois que je l'ai fini vendredi dernier. Mais sinon, j'ai écouté Les Bouchères de Sophie Demange, que je vous mettrai ici dans la petite vignette. Alors là, ce roman, il est idéal pour le challenge Marceau féminin de Flow Books. Pourquoi? Parce que c'est un roman exclusivement féminin, avec des personnages féminins extrêmement forts. Je vais vous expliquer pourquoi. On suit Anne et Stacy qui se sont rencontrées pendant leurs études en CAP boucherie. Alors déjà, 2 femmes dans un CAP boucherie, ça court pas les rues. 2 femmes qui veulent exercer un métier d'homme, ça court pas les rues non plus. Autant vous dire que les 2 filles entourées exclusivement de garçons dans leurs études, eh ben, il a fallu qu'elles fassent leur place dans ce monde d'hommes. On nous explique vraiment tout ce qui s'est... les péripéties qu'elles ont vécues pendant leurs études. Et on retrouve quelques années plus tard Anne, qui va reprendre la boucherie de son père. Son père qui a disparu, on va l'apprendre au tout début du roman. Et elle décide de reprendre la boucherie de son père. Et elle appelle Stacy pour qu'elle partage cette aventure toutes les 2. Donc, elles font tous les travaux de rénovation pour ouvrir leur boucherie. Elles ouvrent leur boucherie. Alors, sous les regards circonspects des commerçants et des habitants du quartier, bien qu'ils soient extrêmement contents que la boucherie soit reprise, notamment par la fille de l'ancien boucher, mais bon, 2 femmes exerçant un métier d'homme, tout ça, on court à la catastrophe, la qualité de la viande va peut-être être moins bonne. Enfin bref, ça suscite curiosité d'un côté et jalousie de l'autre. Mais très vite, le succès est là et elles vont très vite avoir besoin de recruter un 3e larron. Et elles vont recruter Michel. Michel, qui est une femme africaine, qui a la bonne humeur chevillée au corps. Elle va accueillir les clients. Enfin bref, le trio fonctionne assez bien. Elles vont très vite s'entendre, former un noyau dur, un sacré trio. Et ben, les choses vont commencer à déraper quand le petit ami de Stacy va avoir un comportement violent avec elle. Stacy commet l'irréparable et ben, les 3 filles décident de faire disparaître le corps en le tailladant en pièces. En le détaillant façon quartier de bœuf. Et on en est là. Et voilà, cet événement va souder encore plus les 3 femmes et les entraîner dans une spirale. Alors, je ne vous en dis pas plus, mais c'est un roman sanglant, dans tous les sens du terme, cinglant également, de par le passif de ces 3 femmes. C'est un roman cynique sur le comportement masculin, sur le comportement de la société en général. C'est extrêmement cynique. C'est un roman coup de poing. On sourit, on est révolté, on est extrêmement ému aussi par l'histoire de ces 3 femmes. Car franchement, l'histoire, moi c'est des 3 filles, je crois que c'est l'histoire de Michel, moi qui m'a le plus
le plus ému, le plus chamboulé. C'est le destin de 3 femmes fortes devant l'adversité, devant les préjugés, devant le comportement légèrement porcin de certains hommes, extrêmement convaincus d'être dans leur bon droit, mais ces filles, ces femmes sont également convaincues d'être dans leur bon droit et vont l'affirmer fort et parfois peut-être un petit peu violemment. Franchement, j'ai beaucoup aimé, c'est un premier roman, c'est on a quand même une plume qui est extrêmement incisive, c'est un roman coup de poing. Alors, si vous êtes vegan ou végétarien, si vous avez un petit peu de problème avec la viande, n'y allez pas. N'y allez pas. Mais on a aussi dans ce roman un bel hommage aux artisans, aux vrais artisans, aux artisans bouchers, qui aiment leur métier, qui aiment la viande, qui trouvent du plaisir dans la découpe de la viande pour offrir les plus beaux morceaux à leurs clients. J'ai trouvé ça extrêmement courageux, parce que les bouchers ont longtemps été décriés. Donc c'est aussi un hommage à cette corporation et à ce métier d'artisanat qui mérite aussi d'être mis en lumière. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment un beau coup de cœur pour le destin de ces 3 femmes. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman qui vaut vraiment le détour et qui mérite d'être lu. Ensuite, là je suis complètement sortie de ma zone de confort. Comme je vous l'ai dit, je lis très peu. Je lis principalement que des romans. Et à l'occasion d'une opération masse critique de chez Balbelio, j'avais sélectionné cet ouvrage qui est un témoignage, L'avocate et le repenti de Clarisse Serre aux éditions Sonatine. Clarisse Serre est avocate au barreau. Je crois qu'elle est avocate au barreau de Seine-Saint-Denis. Elle est avocate pénaliste. Et elle nous raconte dans ce livre une affaire qui a totalement changé sa vie, sa vie professionnelle et peut-être un peu personnelle aussi. Elle nous explique qu'elle a eu à défendre un homme qui a eu maille à partir, qui a, pas fricoté, oh oui, on va dire fricoté, on va dire fricoté parce que j'ai pas d'autres mots qui me viennent, j'ai pas l'autre mot qui me vient, qui a fricoté avec des truands. Il a eu vent d'un certain nombre de choses, d'un projet d'évasion, il a eu maille à partir avec une extorsion de fonds, du blanchiment d'argent, bref, des choses pas très catholiques. Et cet homme va se faire arrêter en même temps que l'autre, on va l'appeler comme ça. De toute façon, il est appelé comme ça dans le livre. Ils vont être arrêtés et là, comme sa famille a été plus ou moins touchée par cette arrestation, il va décider de collaborer avec la justice. Il va être ce qu'on appelle un témoin protégé, voire demander le statut de repenti. Alors les repentis, on a tous cette vision des films de mafia où ces anciens membres de la mafia se mettent à collaborer avec la police et la justice en racontant tout ce dont ils ont pu être témoins ou plus ou moins faire des actions commettre des actions dans ces actes répréhensibles. Sauf que la Clarisse Serre, elle va nous raconter dans ce livre que le statut de repenti dans le droit français n'est pas si clair que ça. On va apprendre que ce statut est né d'une loi de 2004, mais pour que cette loi soit mise en application, il faut attendre un décret d'application. Alors, ça arrive dans la législation française que certaines lois ne soient pas d'application immédiate ou qu'il faille un décret qui explique les modalités d'application de cette loi, ce qu'on appelle un décret d'application. Donc, il faut attendre que ce décret d'application soit publié pour que cette loi soit réellement mise en application. Et le décret d'application de la loi de 2004 sur le statut de repenti dans le droit français n'est intervenu que 10 ans plus tard, soit en 2014.
Et à l'époque des faits, à l'époque où Clarisse Serre va prendre en charge cette affaire, ça ne fait que 3 ans que ce décret d'application a été mis en place et qu'il n'a pas été grossièrement utilisé jusqu'alors. Donc, comme elle le dit dans le livre, elle et son client vont essuyer les plâtres. Et elle va nous raconter toute la procédure jusqu'au procès de ce statut de repenti. Alors, statut de repenti, on nous explique comment ce statut peut réellement être appliqué à un individu, et on s'aperçoit que ce n'est pas si simple. On nous explique également quelles sont les conséquences également sur la famille de ce repenti, sur sa femme, sur ses enfants, les relations avec la commission qui gère le statut de témoin protégé de ces personnes. Enfin bref, on s'aperçoit que c'est pas si simple, c'est pas si clair. Il y a encore de nombreuses choses à creuser, il y a encore des vides juridiques, il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Là, en conclusion de ce livre, Clarisse Serre nous explique que la France est encore une fois sur ce domaine très en retard sur ses voisins européens, très en retard même aux États-Unis, en Italie, où le statut de repenti est réellement bien ancré dans le système judiciaire italien, aussi en Irlande. Donc on est vraiment très très en retard là-dessus, c'est éminemment passionnant. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce témoignage. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais je suis juriste de formation, donc tout ce qui est juridico-judiciaire, moi ça m'intéresse vraiment, c'est un domaine qui m'intéresse. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai vu que Clarisse Serre avait écrit un autre livre, La Lionne du Barreau. Je pense que je vais me le procurer parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle écrit, la façon dont elle parle de son métier. Elle est avocate depuis plus de 30 ans maintenant. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait. Donc voilà, si le domaine judiciaire vous intéresse, n'hésitez pas à vous jeter sur ce livre. C'est pas compliqué du tout à comprendre. Elle explique vraiment très bien tous les concepts juridiques qui sont développés dans ce livre. C'est vraiment accessible à tous, donc n'ayez pas peur de ça. Et franchement, ça nous montre encore une fois que notre système judiciaire n'est pas encore tout à fait au point, qu'il y a encore des failles et qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les livres que je vous ai présentés. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez lu. Et puis si vous voulez parler complètement d'autre chose, n'hésitez pas aussi à m'en parler en commentaire. Vous savez que j'adore discuter avec vous. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!